Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club numéro 376. Aujourd'hui on parle MMA pour un gros débrief de l'UFC 322 qui avait lieu ce week-end au Madison Square de New York. Madison Square Garden de New York d'ailleurs. C'est dans le combat principal. Islam Makhachev a fait une démonstration de force pour battre Della Maddalena et devenir champion en moins de 77 kilos. On a aussi vu Shevchenko hyper autoritaire pour conserver sa ceinture des poids co contre Weili Zhang. Et puis ouverture de carte principale explosive, Benoît Saint-Denis a terrassé Beneil Dariush en 16 petites secondes. L'avenir continue de s'éclaircir pour BSD et qui peut continuer à rêver grand pour l'UFC. Et l'avenir, pour lui, il est peut-être plus clair que ce qui s'est passé ce week-end. Baba, qui a beaucoup bossé, le pilier du RMC Fighter Club, parce que tu as fait l'émission à partir de 1h du matin, et puis je crois qu'après tu as fait le One jusqu'à 13-14h, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était une super carte, donc je suis très content de la débriefer. Salut les gars. Et puis, ouais, on a eu 8 heures de live avec Kabir pour un One exceptionnel. Donc, on va pas le débriefer celui-là, parce que Fighter Club, on va pas avoir beaucoup de temps pour le faire. Mais en tout cas, c'était cool et il y avait beaucoup de gens, donc merci à tous ceux qui étaient là. Et juste un mot aussi, parce que tu as tourné Baba Versus, le contenu que tu proposais avant d'être intégré à RMC Sport, et du coup il y a un Baba Versus qui arrive bientôt, un nouveau format. Exactement, on a tourné le premier épisode, donc c'était super. On va garder un peu le secret sur l'invité. En tout cas, c'était un très très beau tournage, et puis je suis pressé de proposer ça à tout le monde. Ce sera à venir très vite évidemment sur RMC Sport Combat. Et puis Anto Sterpini, la rédaction RMC Sport, beaucoup de boulot aussi. À l'édition du RMC Fighter Club Sunday notamment, et puis t'as veillé toute la nuit pour suivre ce qui se passait du côté de New York. On a très peu dormi ce week-end, un peu comme chaque pay-per-view et à chaque fois qu'un Français combat, mais c'était une très belle carte. Bonjour déjà messieurs, oui j'ai complètement oublié de vous dire bonjour. Ouais, on oublie les formes de politesse, allons-y, c'est pas grave. Mais non, il y a plein de choses à dire. Allez, on pardonne tout aujourd'hui. En tout cas, c'est parti pour le RMC Fighter Club, débrief complet de l'UFC 322 à New York, et notamment avec l'énorme KO de BSD sur Beneil Dariush. Ouh là là, super le kick là pour Beneil Dariush. Et le compte, il l'a mis KO. Il l'a mis KO instantanément. Il l'a mis KO instantanément. Une frappe. Oh, c'est incroyable. Une frappe a suffi. Oh là là là, c'est fou. Oh, waouh. Oh là 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 là, c'est dingue. On pouvait pas rêver mieux. Pour Benoît Saint-Denis. Une frappe a suffi. Waouh. Les micros d'Antoine Simon Taylor Lapillus qui saturent même au moment du chaos, tellement ça gueule, et je pense que ce serait bien d'avoir leur retour aussi, mais je pense que l'effervescence et l'ambiance dans la salle à ce moment-là devait être vraiment très très bonne, d'autant que ça ouvrait une carte principale qui a été très très chaude. On va vous en parler aujourd'hui. D'abord, je veux vous rappeler comme d'habitude que si vous voulez nous suivre, liker, commenter, n'hésitez pas sur toutes les plateformes et aussi sur YouTube. On vous propose et on fait en sorte de vous proposer toujours plus de contenu pour le RMC Fighter Club avec les équipes RMC Sport Combat. UFC 322, donc 9e fois que l'Orga était dans le mythique Madison Square Garden. Cette fois-ci, j'ai tous les mots. 14 combats au final qui sont joués là-bas. 7 décisions, 5 KO TKO et 2 soumissions. Sur RMC Sport, on diffusait les prélims et la carte principale. On a eu 4 KO d'affilée avec Bonical, BSD, Prates, Morales. On va aussi parler de ces combats-là un peu plus tard. Les 4 ont d'ailleurs pris leur bonus, $50 000 pour chacun de ces combattants. Baba, sur le papier, on en parlait dans le preview, c'était la carte de l'année. On attendait de voir si ça allait se confirmer sur la qualité des combats. Finalement, t'en as pensé quoi? Écoute, je crois que ça a quand même délivré à quasi 100%. On va pas se mentir, on va le débriefer. Il y a un combat qui était un peu plus ennuyant que les autres, ça c'est clair. Mais pour le reste, c'est qualité extrême. C'était magnifique. Franchement, c'est du gros spectacle. J'entends Antoine et Taylor avec leur micro et tout, leur réaction. Si tu avais été dans la rédac avec nous, t'aurais eu la même chose. Il y avait Anto, il y avait moi, il y avait Yacine Zawini, il y avait Redouane, enfin je sais plus qui exactement parce que moi j'étais entre les deux. Il y avait quasiment tout le monde. Il y avait même Nathan le stagiaire. Il y avait tout le monde était là. Il y avait Robin et Oscar. Vraiment, il y avait toute l'équipe. Toute l'équipe, on a tous crié comme ça et tout devant les écrans parce que franchement exceptionnel. Donc c'est un souvenir qui va rester. Pour le coup, franchement, c'est un vrai bon souvenir qui va rester. Ouais. Pour toi aussi, Anto, du coup, peut-être la carte de l'année à l'UFC et puis surtout un souvenir par rapport à ce que tu as vécu sur ce moment.
moment. C'était génial, bordel. Genre vraiment, c'était. En plus, l'UFC qui a l'habitude, des fois, entre chaque KO, d'attendre un peu, de faire durer. Là, ce que j'ai senti, c'est une carte qui a continué du début à la fin sans arrêt. Le combat était à peine terminé, typiquement le BSD qui finit son combat, bah en fait Prates est déjà en train de faire son entrée. Il y a eu une pub entre chaque combat et c'est tout. C'est un bonheur déjà d'avoir ça, et même quand il y a décision, ils enchaînent. Il y a le spectacle, toute la carte qui continue. Vraiment, c'était un plaisir à regarder et un plaisir à ressentir, parce que comme Baba disait, moi j'ai vu des gens de la rédac sous un nouveau se transformer au j'ai moment, vu des personnes se transformer. Quand PSD met le KO, je dirais pas qui, mais j'ai vu quelqu'un courir dans toute la rédac. Habillé, il a gardé ses habillé. Non, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, parce que nous aussi on bosse dessus sur les numérotés, ça enchaîne bien. Et c'est vrai qu'il y a des fight night parfois où tu as 10-15 minutes entre les combats, ça peut être un peu long, il te passe des vidéos que tu n'as pas vraiment envie de voir, des promos de films américains qui vont pas sortir tout, enfin voilà, des trucs comme ça. Et là sur ce genre d'événement, ça enchaîne. Donc même nous, en travaillant dedans, et aussi parfois on se met dans la peau du téléspectateur, bah c'est vrai que c'est cool et c'est sympa d'avoir ce spectacle-là. Un spectacle qui a pu être comparé aux UFC Paris en conférence de presse, puisque Dana White a été interrogé aussi là-dessus. Il a quand même dit, et c'est le dernier mot avant de parler de BSD, que il continuait de penser à faire un numéroté en France. Alors qu'est-ce qu'on se dit après cette déclaration? Est-ce qu'on se dit on pourrait avoir un numéroté à Paris en 2027, peut-être pas en 2026, mais pour 2027? Ouais, 2027. Moi, je continue à penser que pour qu'on ait un numéroté, il faut qu'on ait un champion. Ouais, c'est ça, il faut qu'il y ait un champion français. Ça arrivera avant. Maintenant, je crois pas qu'on était aussi proche d'avoir plusieurs options différentes pour avoir un champion. Et donc, on se rapproche de cette échéance. Donc, 2027, c'est envisageable, je pense, Ouais, c'est ce qui pourrait. C'est la logique 2027. 26, c'est tôt. Mais c'est trop tôt. Je suis d'accord avec Baba, et ça passe par un champion français. Sauf si Cyril Gane prend le titre très rapidement, début 2026. Tout dépend du combat contre Aspinall, mais c'est pas déconnant si c'est en janvier, février ou mars. Il peut revenir en septembre pour défendre le titre à Paris. Et puis peut-être que le fait qu'il n'y ait plus de pay-per-view aux États-Unis privilégie le fait aussi de pouvoir faire des UFC à des horaires un petit peu différents, même si les revenus publicitaires ne seront pas les mêmes, mais sans le pay-per-view, ça aide aussi à pouvoir favoriser ce genre de choses et d'événements inédits. Allez, on passe à notre gros morceau. C'est vrai que non, je repense aussi au fait que tu dises on s'en rapproche, mais si on revient il y a 6 mois, 1 an, on se dit mais revenir dans cette situation-là avec potentiellement autant de Français qui sont si proches d'une ceinture, on en était très loin. Donc les choses commencent à s'arranger pour le MMA français. On espère que ça va délivrer comme ça délivrait samedi soir dans la cage du Madison Square Garden. Allez, le grand morceau, Benoît Saint-Denis qui ouvrait donc la carte principale de l'UFC 322, BSD 13e chez les moins de 70, affrontait le 9e, l'américain Benel Dariush. Statistique relevée avant le combat et donc encore valable aujourd'hui. BSD a remporté 100% de ses victoires avant la limite et 100% des défaites de Dariush sont aussi avant la limite. Logique donc respectée. Benoît a remporté le combat en seulement 16 secondes. Ça a envoyé fort dès le début, et à ce petit jeu-là, Baba, c'est le Français qui l'a emporté parce que c'est aussi l'une de ses spécialités. Ouais, exactement. Il a réussi très rapidement à avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire être très proche de Benil Dariush pour pouvoir frapper fort. Dariush, comme d'habitude, il a répondu au challenge en étant OK avec ça. C'est même lui qui place un très bon low kick, voire 2 même d'affilée d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui fait chuter BSD. Et puis derrière, BSD, il est là où il veut, donc il a suffi d'un seul coup cette fois-ci. Je ne vais même pas rentrer dans vraiment le détail de ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce qu'il l'a super bien fait. Au micro d'Hugo Pérez, il l'a fait parfaitement. Donc je vous invite à aller voir l'interview sur notre chaîne. D'ailleurs, on ne s'était même pas concerté, mais on va pouvoir l'écouter, Benoît, parce qu'on a un petit son de lui quand même qui était au micro d'Hugo Pérez et de Valentin Thier, où même lui, en fait, paraît presque surpris que le combat soit terminé aussitôt. On s'est préparé très dur pour faire 3 fois 5 minutes, mais voilà, on a eu l'opportunité de finir le combat plus tôt. C'est des choses qui arrivent dans ce sport, donc très fier de la performance et de l'équipe. Il n'y a pas de hasard, et j'aime ces combinaisons courtes et simples et efficaces en 2-3 coups durs, coup pour coup échangés. Et voilà, il a échangé un genou contre 2 uppercuts et un crochet pour moi. Et les 2 uppercuts ont permis de remonter la mâchoire, et le crochet est passé pile poil dessus. Et c'est assez dévastateur, ça m'a permis de finaliser le combat rapidement. C'est déjà une analyse très claire. On était peut-être une demi-heure, 45 minutes après le KO, au moment où BSD raconte tout ça. Anto, toi, on sait que là, on est dans la force de Benoît Saint-Denis. Il dit aussi, il dit au micro, j'aime exploiter tout l'arsenal de ce que je maîtrise. Et c'est vrai qu'on a l'impression que maintenant, il maîtrise de plus en plus de choses, Benoît.
Bah là, surtout qu'on a vu, c'est que Benoît elle a su gérer son agressivité parce que prendre un calf kick comme ça dès le début du combat qu'il l'a fait chuter, ça peut faire reculer plusieurs combattants. Alors que lui, il a accepté de tomber et même il a pas lâché parce que ça, c'est travaillé. On l'avait dit en preview aussi, c'est que Baba le disait très bien. Dariush, il refuse jamais. Il refuse pas un échange. Et BSD et son coin l'ont très bien compris. Alors que quand BSD il a vu qu'il y avait une difficulté avec ce low kick et il a décidé de prendre le clinch, il l'a très bien expliqué aussi dans son interview. Hein. C'est lui qui avait la meilleure position dans le clinch parce qu'il était vraiment très près de la nuque et ce qui lui a permis d'enchaîner les 2 uppercuts. Et Dariush prend plus les coups. Et là, on a vu aussi, je sais pas si Baba a eu cette analyse-là aussi, j'ai trouvé que BSD physiquement, c'est plus du tout le même. Ouais. Avant, c'était vraiment, il est toujours très, très, très volumineux hein, physiquement, mais très buff, très impressionnant, très large. Là, il est peut-être un peu plus fit, un peu plus, je sais pas comment je voudrais expliquer, mais tu vois, voilà, il est beaucoup plus athlétique. Et même dans la gestion de physique, là, dans les 15 minutes, là où il aurait, dans les 15 secondes, on n'a plus l'habitude, mais dans les 15 secondes, il y a eu une gestion quand même qui est assez forte. Il l'a dit, il voulait direct aller en anglaise. Ouais. Il y est allé directement et ça a payé tout de suite. Hein. On avait un peu des doutes sur l'agressivité de BSD. Est-ce qu'il doit y aller dans le premier round ? Il y est allé et ça a fonctionné. Hein. Il y a aussi ce qu'on avait pointé du doigt, c'est que Dariush, il n'était pas forcément à l'aise face à des gauchers. Là, dès le début du combat, il envoie ses low kicks, dont le deuxième qui vient un peu déstabiliser Benoît, qui se retrouve au sol. C'est vrai qu'il se relève très très vite. Hein. La rapidité d'exécution de Benoît sur ce qu'il a fait dans ces 15 secondes, en fait, faut le regarder au ralenti ce combat, parce qu'on voit beaucoup de choses. Et c'est vrai que du coup, c'était une tactique certainement d'attaquer la jambe avant de Benoît pour pouvoir le déstabiliser à ce niveau-là. Bien sûr, je pense que c'était le game plan et il l'a mis en place très vite, Beneil Dariush. Il y a quelque chose qui est intéressant à noter et qui va être hyper frustrant pour Dariush et son camp, c'est que Dariush, il fait pas de conneries dans les 16 secondes. C'est bien ce qu'il fait. Attaquer low kick, Benoît se relève, tu veux capitaliser. Comment tu vas capitaliser sur un mec qui se relève ? Soit tu envoies un coup, soit tu vas l'attraper dans le clinch pour essayer de faire quelque chose. Il l'attrape, il essaie d'envoyer un genou. Sauf que comme le dit si bien Benoît, on a eu un échange. Moi, j'ai pris un genou, mais lui, il a pris 3 coups rapides. Et c'est là la différence entre les deux. La différence d'athlétisme entre les deux, elle a fait que Benoît, il va beaucoup plus vite que Dariush aujourd'hui. Et on l'a vu. Mais est-ce que du coup, tactiquement, c'est une bonne idée d'envoyer un genou à ce moment-là ? Parce que le genou, comme ils sont à une taille à peu près similaire, le genou, alors il essaye de baisser évidemment la tête de Benoît pour que la tête se rapproche du genou, mais il a plus de chances d'aller venir toucher le corps, les côtes, que de mettre un KO alors qu'ils sont déjà au corps à corps. Est-ce que c'est une bonne option privilégiée ? C'est une bonne option. Honnêtement, c'est une bonne option. S'il touche pointe du menton et que Benoît il est inerte, tout le monde dit waouh, c'est génial, tu vois. C'est vrai qu'il faut choisir que tu vas viser la tête parce que tu veux faire mal tout de suite, tu vas viser le corps parce que tu veux construire quelque part. Construire pour détruire, comme on dit souvent. Là, il s'est dit j'ai une opportunité, je vais aller envoyer à la tête. La semaine d'avant, c'est la même opportunité c'est le nom m'échappe, qui met KO Randy Brown sur un genou, Bonfim, qui met un genou à la tête. C'est sensiblement la même opportunité. Et même moi, dans le commentaire en live, je dis Randy Brown, il a laissé sa tête un petit peu trop longtemps. Et puis quand je vois la ralenti, je me rends compte que en fait, pas vraiment. Une seconde et boum, tu vois. L'autre, il a vu l'opportunité, il l'a envoyé. Donc, j'ai pas envie de condamner Dariush pour ça. Je me dis simplement que Benoît, il m'a surpris par sa rapidité d'exécution. C'est vraiment, c'est fou, hein. Et tu le dis, hein, athlétiquement parlant, il y a une différence, on te le dit aussi. Et je crois que la vitesse qu'il a mis dedans, ce qu'il est en train de faire, Benoît, là, c'est en train de dire à tout le reste de la catégorie de poids, les gars, si vous venez à courte distance, vous êtes morts. Avec moi, vous êtes morts en fait. Donc vous avez intérêt à bien réfléchir. Parce que là, tu vois ça, tu dois affronter BSD la prochaine fois, tu te dis, distance de sécurité, je fais attention. Le redire pour ceux, je pense que tout le monde a vu la séquence, tous ceux qui nous écoutent, parce que s'ils nous écoutent là, c'est que normalement ils ont vu 2-3 autres trucs avant. Mais au ralenti, quand on voit, donc il est au sol, il se relève, mais de manière éclair, ça va hyper vite. Tout de suite, il envoie 2 uppercuts avec le poing gauche. Ensuite, il voit que le genou monte, il descend la main et la main vient protéger potentiellement sa tête du genou qui est en train de monter. Et ensuite, une fois qu'il a défendu ce coup de genou, et là, il passe avec le crochet court du gauche qui éteint la lumière. Ça va à une vitesse folle et en fait il y a une conscience de tous les mouvements qu'il fait. Pour certains ça peut paraître comme étant un peu de chance parce que finalement certains peuvent dire c'est du brawl et puis c'est celui qui va avoir un peu de chance qui va s'en sortir, mais en fait tout est travaillé, tout est calculé sur ce qu'il a fait là, Benoît. Il n'y a aucune chance, tout est magnifique dans toute l'action.
Il l'a bien expliqué au micro d'Hugo Pérez et on en a fait une palette sur le Fighter Club Sunday. Il l'explique très bien. C'est qu'en fait, au moment où il chope la nuque, il sait très bien qu'il a une meilleure position que Dariush qui, lui, n'a pas réussi à attraper la nuque de BSD. Il est plus sur l'épaule. Et pendant ce temps-là, il a pu un peu abaisser la tête de Dariush, mettre le premier percute qui touche vraiment, le deuxième qui frôle un peu, mais il y en a un qui fait vraiment du dégât. Et à partir de là, c'est lui qui avait l'avance. Comme c'était lui le premier sur l'action, il avait juste à répondre à Dariush. Et après, bah oui, le coup qui touche pour déconnecter, je crois qu'il est au niveau de la tempe. Moi je le vois au niveau de l'oreille, au niveau de la tempe. C'est ça, oreille. Bah, c'est parfait. C'est soit ça, soit pointe du menton, mais c'est parfait. Et il tombe. Et Dariush qui, lui, pour le coup, on voit vraiment que ça éteint la lumière, c'est qu'il tombe tête la première. Sur le sol, et quand il se réveille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le combat est arrêté? Il commence à dire qu'est-ce qui se passe. Il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune chance, il n'y a pas de liste page, il n'y a rien du tout. C'est une victoire claire et nette, et Dana White l'a clairement dit en conférence de presse. Benoît Saint-Denis, il a le profil BMF et il est sur un nouveau. C'est un nouveau BSD. Là où on voit que c'est un nouveau BSD, c'est que sur Twitter, j'ai vu personne le call-out. J'ai vu aucun mec. J'ai vu aucun. Même Gamrot. Gamrot, il a rien sorti. Gamrot, on va en parler. On va en parler juste après de ce que pourrait faire Benoît Saint-Denis, contre qui et à quel classement. On est lundi quand on enregistre cette émission, donc les classements vont être publiés mardi, donc on verra aussi ce que ça donne. Juste, je voudrais reparler rapidement de ce qu'on a vu dans le combat, mais moi là, tu dis Baba, plus personne va venir au corps à corps avec Benoît. Mais ça, on le savait déjà qu'il était bon là-dessus. Pourquoi est-ce que Beneil, à ce moment-là, il dit tiens, une fois je vais aller sur ce domaine-là avec Benoît Saint-Denis. Pour moi, c'est déjà une erreur d'appréciation de sa part. Deux choses. La première, c'est que non, j'allais l'appeler Damien Poirier. Pourquoi je sais pas. Damien. Dustin Poirier. Non, c'est le jet lag qui commence à revenir. Dustin Poirier l'a mis KO dans un échange à courte distance. Donc forcément, les autres combattants, tu vois ça, tu dis je peux le faire. Si je sais que je frappe fort, et Beneil Dariush, c'est quelqu'un qui frappe fort. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. La deuxième chose, et c'est tout ce qu'on a dit en prévu, tout simplement, c'est que Beneil Dariush, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de refuser tes règles d'engagement. Il n'est pas équipé comme ça, mais c'est pas le seul. Attention, il y en a un qui est en train de parler dans ce micro, que ça a été son problème toute sa vie, et d'autres que je connais. C'est des fois ton tempérament, il est comme ça en fait. Tu peux pas t'empêcher. Quelqu'un va te proposer un truc, un échange à mi-distance. Tu peux avoir 10 cm de plus que lui. T'aimes ça, t'aimes l'échange, t'aimes le combat. Tu dis ok, je reste dedans. Sauf que là, encore une fois. Après coup, pour nous en tout cas, c'est facile de se dire il n'aurait jamais dû le faire parce que la différence athlétique et surtout de rapidité d'exécution entre les deux, malheureusement pour Dariush, tu le découvres que là en fait. Tu peux le découvrir sur un échange où tu vas pas te faire mettre KO et ton cerveau va te dire ok, je ne recrée plus jamais cet échange-là, à partir d'aujourd'hui je tourne, et puis tu as le coach aussi qui va réagir pour dire en fait attention c'est chaud, tourne, reste loin, on va essayer d'attaquer les jambes, on va essayer de... Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas eu cette chance Dariush. Il a eu un mauvais dealing, il a eu un mauvais business. Tu vois. Le premier échange où ça a été vite, il se fait éteindre la lumière. Tu vois, c'est dommage pour lui, mais c'est le combat, c'est comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé contre Moïcano. Contre Moïcano, il prend son down Dariush et après c'est plus le même combat. Il va plus coller et fait attention au bras arrière de Moïcano. S'il prend un down au lieu du KO, là ça fait réfléchir. Le problème c'est que la lumière elle s'est éteinte tout de suite. Et bah justement. Qu'est-ce que ça aurait donné comme combat? Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on a pu tirer, que vous avez pu tirer en voyant ces 16 secondes? Si le combat s'était prolongé, à quel genre de combat est-ce qu'on aurait eu droit? Est-ce qu'il était destiné pour se terminer vite parce que les deux, ils allaient partir à la guerre? Franchement, non, moi je vais pas te mentir, et je l'avais déjà dit en preview, c'était pas, j'envisageais pas un combat aussi rapide. J'envisageais pas un combat qui se termine dans la première reprise. Pour moi, ça allait durer un petit peu plus, au moins deuxième, tu vois. Donc non, il y a quand même si ça a duré que 16 secondes, et tu l'as répété plusieurs fois, Charles, la rapidité, c'est un peu le maître mot, mais la rapidité avec laquelle il se relève, ce scramble-là, qu'il a, le premier, le seul, ça me laisse penser que, ouais, si Dariush avait décidé de beaucoup lutter après cet échange-là, mettons qu'il se met pas mettre KO et qu'il veut beaucoup lutter, je me dis que Benoît il était vraiment prêt sur ces scrambles-là à prendre toutes les opportunités pour se relever très très vite et essayer de faire du dégât. Donc ouais, l'impression que ça te donne, c'est que à deux athlètes bien préparés, BSD c'est son moment et je sais pas si ça aurait pu être différent pour Dariush.
Je voyais vraiment le combat se terminer très, très rapidement. D'ailleurs, je le dis, j'ai gagné le prono de la rédac, les gars. Ça va, je dois confirmer sur une feuille qui atteste là-haut, c'était KO premier round que tu avais mis. Mais quand tu vois les 10 premières secondes, en fait, c'est les premiers calf kicks me font dire que en fait, Dariush, il arrive avec un game plan, il arrive très préparé. Et s'il n'y a pas cet échange-là et il se fait pas mettre KO, il peut avoir une longue nuit. Benoît Saint-Denis peut au moins faire les 15 minutes. Il y a eu cet échange, ça s'est très bien passé pour lui. Mais dommage pour Dariush, je pense que son équipe peuvent se mordre les doigts. En fait, ils vont s'asseoir, ils vont dire mais on n'a rien pu faire parce que le game plan, on l'avait travaillé, on s'était préparé jusqu'au bout, mais on n'a pas pu délivrer. Malheureusement, ça arrive sur certains combats, c'est que tu as beau te préparer 5, 6, 7, 8 semaines et en 15 secondes, tout ce que tu as fait échoue parce que tu n'as juste pas pu le faire. Taylor, il parlait d'un combat, maintenant on peut l'analyser en sachant ce qui s'est passé, il parlait d'un combat qui inquiétait les fans de Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush. Vous pensez que c'était plus sur la technique ou c'était plus sur l'impact qu'une défaite contre Dariush aurait eu sur la suite du classement et le futur de Benoît Saint-Denis dans la KT? Non, moi je pense que c'est un combat qui inquiétait les fans de BSD parce qu'il affrontait un membre du top 10 qui, il y a encore 2 ans, était en position de challenger pour la ceinture. C'était un combat dangereux. C'est pas parce que ça s'est fini en 16 secondes qu'on va dire que c'était un adversaire super facile et qu'il n'y avait rien en face. C'était un adversaire hyper dangereux et il faut donner 100% du crédit à Benoît Saint-Denis. Tout simplement, en fait. Moi, je vais pas changer de musique. C'était un adversaire dangereux. C'était un adversaire qui pouvait poser beaucoup de problèmes à Benoît Saint-Denis, sauf qu'il a expédié en 16 secondes. Et le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis, qui sera un autre membre du top 10 plus haut, il y aura encore des inquiétudes parce que c'est à ce point-là que cette catégorie de poids, il n'y a que des tueurs à gages dedans. Ouais, que des tueurs à gages. Et cette question, alors pour l'avenir de Beneil Dariush, je suis les moins bon parce qu'en plus de ça, il n'a pas fait le poids. Donc on rappelle que 500 grammes de 3 à la pesée, 25% de sa prime qui va être donnée à Benoît Saint-Denis. Donc ça, c'est aussi une belle journée d'argent pour Benoît Saint-Denis parce qu'il y a $50 000 de bonus et en plus de ça, il y a la prime que des 25% de Beneil Dariush. Ça a une influence, tu crois, mentalement, Anto, physiquement, mentalement, cette petite déconvenue qu'il a connue 24 heures avant le combat, ça a une influence aussi sur sa fin de prépa? C'est une possibilité. J'ai échangé avec Hugo Pérez et Valentin Thier qui ont été envoyés pour New York. Et on avait un peu parlé avant la pesée où j'ai dit attention Dariush à la conférence de presse, je le sens un peu large, un peu lourd et il fait pas trop le fier. C'était un peu l'impression que j'avais et que Hugo avait aussi. Et quand il loupe la pesée, Hugo m'appelle et me dit Dariush, ce n'est plus le même. Je l'ai eu en interview, il était tout sourire, il était très gentil. Le fait d'avoir loupé la pesée, ça l'a pas rendu humble, entre guillemets. Il s'est calmé, il s'est renfermé, il était très timide quand il parlait aux journalistes, très timide quand il fait le face-off avec BSD, limite, il s'excuse à chaque fois. Et quand Hugo l'a en interview pour lui parler de sa pesée loupée, il le sent en fait, il est limite comme un enfant qui s'est fait engueuler par ses parents. Ouais. Oui, j'ai loupé le poids, oui, ça arrive. Et c'est cette sensation-là. Et s'il a été attaqué mentalement à ce moment-là, ça a pu jouer quelque chose durant le combat, mais c'est pas louper le poids qui l'a fait perdre le combat. Ouais, parce qu'on dit souvent aussi, Baba, que faire le poids, c'est une première victoire. Est-ce que ne pas le faire, c'est en quelque sorte aussi une première défaite? Oui, bien sûr que oui, c'est frustrant pour le combattant, c'est pas un bon, c'est pas bien vu. C'est un vrai professionnel en plus, donc forcément il devait s'en vouloir un peu. Et puis tu as plusieurs manières de rater le poids, encore une fois. Lui, il a dit tout de suite, quand il est sorti de la pesée cérémoniale, il a dit j'ai fait de la merde. Voilà, j'ai raté le poids parce que j'ai fait de la merde et je me suis trompé. Donc il a choisi d'arrêter de couper du poids derrière. Tu peux t'imaginer que dans sa tête, c'est pas les meilleures conditions. Après, écoute, c'est comme ça. On va pas continuer à le blâmer 107 ans. Il a fait. C'est pas comme s'il avait raté 3 kilos non plus. Je crois pas que c'est une incidence, en tout cas, moi, sur le combat. Depuis 2021, BSD, il a réussi 8 finishes. C'est un record qu'il partage avec Pereira et avec Makhachev. Ils sont que 3 à avoir fait aussi bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Quand on regarde les différentes stats chez les poids légers dans l'histoire de l'UFC, Benoît, il commence à se placer quand même dans pas mal d'entre elles, dans pas mal de critères. Par exemple, 8 finishes, c'est autant que Kenny Florian, Beneil Dariush qu'il a battu, et Nate Diaz, par exemple. Ouais. À 9, il rejoindra BJ Penn. Alors, il y a encore des mecs qui sont au-dessus, mais je crois que c'est Charles Oliveira qui a le record à 15 ou 16.
bon, on se dit que s'il continue sur cette lancée, Benoît, il peut aller assez haut, par exemple, sur ce genre de classement. Moyenne de 6 minutes 07 passé dans la cage, c'est le 8e taux le plus bas aussi dans l'histoire de la KT. C'est vrai que c'est un mec du deuxième monde, hein, généralement, Benoît Saint-Denis. Il y a beaucoup de stats pour lui qui sont au deuxième monde. 53% de temps de contrôle, 6e meilleur bilan. Pourcentage de temps passé en top position, il est 6e. Il a 1,23 knockdown toutes les 15 minutes. C'est le 6e meilleur bilan de l'UFC. Ça en dit beaucoup aussi sur son style, hein, toutes ces stats qu'il est en train d'accumuler. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est le style qu'on lui connaît. C'est un style agressif, c'est un style de preneur de risques et de preneur d'initiative. Et ça paye beaucoup plus que ça ne paye pas pour lui. Donc c'est bien de voir un action fighter comme ça qui prend tous les risques possibles pour essayer de gagner avant la limite et qui le fait la plupart du temps. Ouais. Même tout le temps d'ailleurs quand il gagne. Ouais, et puis Anto, tout à l'heure, on était en train de regarder un petit peu ses stats sur le site de l'UFC. En fait, on se rend compte que dans la plupart de ces classements par rapport à ces stats-là, les mecs qui sont devant lui sont des mecs qui n'ont même pas été rankés pour la plupart dans les top 15. Ce qui veut dire que parmi le top niveau, il est très sexy. Et c'est ça qui le rend sexy aux yeux de l'UFC. Benoît Saint-Denis, c'est cette agressivité et cette manière dominante qu'il a d'attaquer ses combats. Ça, c'est un style BMF, je reconnais ça. Ah ouais. Mais quand on regarde le temps le plus court, il y a Terence McKinney, le nombre de knockdowns, tu as Miguel Torres, c'est des mecs qui ont tutoyé le top 15 ou qui sont pas encore arrivés au top 15. Donc le faire contre des mecs du top 10, bah oui, l'UFC commence à te regarder, te dire ok, toi tu m'intéresses, tu t'intéressais déjà avant, tu avais perdu un peu les faveurs de l'UFC, enfin faveurs entre guillemets, avec la défaite de Poirier et Moïcano. Aujourd'hui tu fais ça à Benil Dariush, tu as énuméré toutes ces stats, tu as des stats comme ça, il faut dire aussi que c'est 11 combats UFC Benoît Saint-Denis depuis 2021. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup de combats. C'est 6 bonus en tout avec Fight of the Night et Performance of the Night. Bah ouais, c'est quelqu'un qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de voir combattre, que l'UFC a envie de voir combattre. Et quand il fait des combats comme ça, bah, tu te dis bah, pourquoi pas la première carte de Paramount ou le premier numéroté de l'année, bah ouais, on peut faire appel à toi. Ouais, bah là il est capable de recombattre. Potentiellement, voilà. Le seul truc, c'est que là il avait fait un cutting il y a 2 mois, il a réussi à le refaire. Le professionnalisme aussi pour le coup en comparaison avec Benel Dariush. C'est une performance, réussir 2 cuttings à 2 mois d'intervalle. Ouais. Forcément pas facile, on peut saluer ça aussi chez Benoît Saint-Denis. On va se poser la question donc sur l'avenir de BSD qui est déjà beaucoup plus dégagé et ensoleillé qu'il y a un an à la même date. Déjà, est-ce que cette victoire pour vous, elle scelle le fait que Benoît est la plus belle année du MMA tricolore? On rappelle victoire sur Prépolek, sur Rufi et sur Dariush. Est-ce que c'est mieux, par exemple, pour vous, que ce qu'a fait Imavov, par exemple, en battant Adesanya et en battant Borralho? C'est pas facile parce que le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de légende qui tombe. Adesanya, c'est une vraie légende de l'UFC. Il n'y a pas de légende qui tombe dans les gars qui a battu Benoît Saint-Denis. Mais par contre, pour moi, c'est la plus belle année parce que 3 finishes. Surtout, ouais. De là, l'endroit d'où il partait, on le dit, il y a un an, il était très loin d'envisager de pouvoir retourner prendre un top 5. Donc pour moi, je le place sur la plus belle année, la plus belle année du MMA. L'année dernière, c'était Nassourdine, sans aucun doute. Pour moi, 2025, c'est Benoît. Je sais pas si je mettrais quand même Nassourdine légèrement au-dessus pour le statement de la statement mettre KO Adesanya. Ouais. C'est vraiment mettre KO Adesanya, juste Alex Pereira l'avait fait. Mais c'est vrai qu'il y a discussion parce que BSD, il y a les finishes, les performances et l'activité. On peut rajouter le fait que Nassourdine, c'est 2 main events aussi, donc c'est plus de pression, plus de difficulté à performer. Donc oui, ça joue, mais je mettrais quand même Nassourdine devant BSD. Ouais, c'est particulier, c'est dur, parce que là, quand tu m'as posé la question, j'ai vraiment voulu réfléchir quand même 1 minute. C'est très fort, franchement, 3 finishes, c'est très très fort, c'est une belle histoire parce qu'il revient de 2 défaites et puis il revient de beaucoup de cérémonies d'enterrement sur Internet. Donc c'est quand même toujours quelque chose de très appréciable pour lui. Il bat un membre du top 10 qui est, même si sur la pente descendante, était un adversaire dangereux. Maintenant, le truc, c'est quand même de se dire que Nassour, il a battu une légende du sport, sur la pente descendante aussi, mais une légende du sport, par KO, ce qui n'arrive pas à l'UFC. En tout cas, battre Israel Adesanya par KO, c'est pas si simple que ça. Et puis derrière, il bat un mec qui, s'il avait battu Nassour, aurait probablement challengé pour la ceinture. Tu vois. Donc, il bat un mec qui est en train de faire ça. Tu vois. Et là, je pense que
ça peut peut-être faire la différence, mais on parle de. Allez, si tu mets là sur 1, bien sûr, ouais. Non, mais c'était plus pour le jeu et le clin d'œil, parce que de toute façon, ces 2 années-là, elles sont juste folles. Donc, faut le souligner. Et bon, bah voilà, ça crée un petit débat. En tout cas, c'est toujours sympa. Benoît, il était donc 13e des moins de 70 kilos. Il va intégrer le top 10 avec cette victoire sur Dariush, qui était 9. Gamrot, il est 8e. Mais il a pris 2 défaites sur ses 3 derniers combats. Donc, on peut déjà envisager pour vous que 9, il l'a. Le spot de 9, il devrait l'avoir. Minimum. Est-ce que passer Gamrot, moi, ça me paraît réalisable aussi? Ça me paraît réalisable parce que l'impact, tu gagnes dans cet événement-là, c'est pas la même chose que de gagner. Déjà, à l'Apex, je ne vais même pas te comparer, mais c'est pas la même chose. La vérité, c'est que c'est pas la même chose de gagner sur un UFC Vegas ou un truc comme ça. C'est pas pareil. Même sur un numéroté qui va être à Vegas, tu peux en avoir des gros. On sait tous que l'event de New York, l'event annuel de New York, il est différent et les ramifications par rapport aux victoires sur cet event, elles sont différentes. Ça colle à la rétine, ça colle à l'imaginaire collectif. Et là, tout le monde se dit, il y a un tueur dans la KT, il a eu 2 accidents, il est revenu brillamment. En vrai, on veut le voir contre les meilleurs des meilleurs. Donc pour moi, c'est 8, toi aussi? Il passe Gamrot parce que juste devant, c'est Dan Hooker. Sauf que Dan Hooker, il combat la semaine prochaine. Je les vois pas baisser un combat de main event pour le mettre 8 alors qu'il est 7. Je pense que ils n'auraient pas d'intérêt à le faire non plus. Tu ne mets pas devant, mais juste derrière ça, je pense que c'est ce que je veux dire, parce que Gamrot, il vient de perdre. Même s'il a perdu contre un combattant d'élite, il vient de perdre. Alors que 2 défaites sur ses 3 derniers fights. C'est faisable. Ouais, mais surtout que Makhachev a quitté la catégorie, vu que maintenant c'est le champion des moins de 77, donc tout le monde va gagner une place. Donc Benoît Saint-Denis, mardi, il est 7e. Mardi, dans 8 jours? Ouais, non, demain, il est 7e. Parce que si tu passes devant Gamrot, vu que Makhachev n'est plus là, tout le monde monte d'un cran. Oui, c'est vrai tu passes devant Gamrot, tu deviens 7e. Ils enlèvent donc passer 7e, mais par contre, pas passer Dan Hooker. Non, tu passes pas Dan Hooker, tu seras 6e. Tu passes pas Dan Hooker, non, je pense pas. Benoît, il a bien compris le game depuis un moment aussi. Une victoire contre Frévola il y a 2 ans, l'avait propulsé vers un combat contre Dustin Poirier. Maintenant, il vise la ceinture de la catégorie ou alors la ceinture BMF qui appartient actuellement à Max Holloway. Quelle option est la meilleure pour vous? La ceinture de champion du UFC. Je te dis pas que la ceinture je vais pas dire que je m'en fous, parce qu'à chaque fois qu'il y a une ceinture BMF, le combat associé, il est super cool. Mais pour moi, ça sert à ça, la ceinture BMF. C'est une ceinture cool, gimmick, qui s'est installée dans le paysage, j'aurais jamais cru, d'accord? Ceinture qui se dispute généralement entre 2 stars de l'organisation qui ont fait beaucoup de choses, mais qui viennent d'échouer plusieurs fois à récupérer la ceinture, c'est la vérité. Ned Diaz, George Masvidal, Max Holloway, Justin Gaethje, c'est des mecs qui ont challengé 1 fois, 2 fois, 3 fois pour la ceinture et qui ont loupé le coche. Et derrière, il y a une ceinture qui se dispute pour eux parce que c'est sous forme de récompense. On vous aime beaucoup, vous êtes des stars très appréciées par les fans et on va vous donner une ceinture un petit peu gimmick pour continuer à exister auprès de ces gars-là, parce que sinon t'as pas de ceinture, t'es juste numéro 5 et on n'en parle plus. BSD pourra la faire, cette ceinture, peut-être à un moment donné. Maintenant, s'il lui donne l'opportunité, il aura raison de la faire. Moi, je pense en toute franchise que pour l'instant, il faut mettre ça complètement de côté et ne parler que de la ceinture de l'UFC. Il faut parler que de ça, en fait. Il faut pas parler de la BMF. Est-ce que aller prendre la BMF, ça peut pas être un marchepied vers la ceinture? Parce que ce que j'allais dire, Max Holloway, il est 4e, tu vois. Même pourquoi pas réaliser un truc, s'il prend la BMF et après, du coup, avoir un title shot. Si on te donne Max Holloway, c'est un combat génial. Pour BSD, c'est un combat exceptionnel. Il se trouve qu'il a la BMF, donc c'est tant mieux, tu vois. C'est ça, ouais. Ce que simplement je veux dire, c'est que faut pas viser ça comme un objectif ultime. Pour moi, c'est cool d'en parler et il a raison parce qu'il a le style pour le faire. Enfin, il a raison. C'est cool d'en parler. Je vais m'en tenir à c'est cool d'en parler. Il a le style pour être un BMF. Évidemment, tout le monde le sait. Mais pour moi, tu ne dois parler que du Graal. Oui, mais tu peux prendre ça, comme il disait Charles, un marchepied. C'est comme au foot, gagner l'Europa League pour aller en Ligue des Champions l'année suivante. C'est pas l'Europa League, ça. Ça, c'est une coupe. Comment t'appelles ça? C'est la coupe. Il y a eu des coupes un peu qui sont même pas dans les dates FIFA. Tu vois, c'est comme ça que je la vois. Oui, tu la vois comme ça, mais c'est vrai que c'est la Nations League. Vu que c'est... Ouais, voilà. Et Cristiano Ronaldo qui fait semblant que c'est plus important que la Coupe du Monde parce qu'il sait qu'il va jamais la gagner, tu vois. Parce que j'ai une théorie sur lui aussi. Hein. Mais vu que c'est Max Holloway qui l'a, battre Max Holloway, ça avance. Mais par contre, tu me dis qu'il a le combat contre Holloway, tant mieux, c'est cool. Mais moi, perso, la BMF. Elle t'intéresse pas. Et du coup, mais pour moi, s'il allait prendre Max Holloway, qui est donc 4e, et donc qui, effectivement, quand Makhachev aura bougé, qui pourra passer 3e, si tu prends Max Holloway, que tu bats, que tu arrives pourquoi pas à le battre avant la limite, comme c'est une BMF, il y aura encore plus d'engagement peut-être. Là, normalement, ils peuvent pas te refuser un combat pour la ceinture derrière si tu as fait ça. Non, ça fera un plus, mais de toute façon, si tu bats Max Holloway,
Tu bats Max Holloway, tu bats Justin Gaethje, parce que personnellement, moi, c'est cette deuxième option qui m'intéresse. Ben, normalement, tu es dans les très bonnes conversations derrière. Là, l'option, tu veux dire, s'il bat Gaethje avant d'aller prendre Max Holloway? Pour moi, son prochain combat, idéalement, ce serait Gaethje. Ouais, ok. Mais Ouais. est-ce que c'est pas une manière de faire un combat un peu BMF sans même qu'il y ait un bonbon au bout? Parce que finalement, s'il prend Gaethje, qui est juste derrière Max Holloway, qui est 5e pour l'instant et qui va passer 4e normalement, tu vois ce que je veux dire? Ça lui fait du coup une étape en plus, mais c'est peut-être mieux d'ailleurs. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je te dis ça. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux que Pour moi, ça se t'as pas fasse besoin par de viser cran. BMF, alors que t'as un BMF qui a perdu, certes, hein, mais t'as un BMF qui est là et qui est toujours un nom aussi important. Et il se trouve que lui, en ce moment, il est en bas de business avec l'UFC. Il Ah, mais va pas avoir ce qu'il veut. Dans les projections, du coup, ça voudrait dire que pour moi, si on le fait comme ça, il y a 2 combats avant d'arriver à title shot. Ouais. C'est ce que toi tu préfères pour Benoît. Tu trouves Moi, que ce serait je une meilleure trouve que c'est une bonne construction? chose. Je trouve que c'est une bonne chose parce que, encore une fois, il est reparti sur un truc différent. Il construit sa route pour le titre. Il a eu cette opportunité missile d'aller chercher Poirier. Ça n'a pas bien fonctionné. Je te jure, j'ai encore failli l'appeler Damien. je comprends pas. Oh, le week-end, C'est quoi, il a été là, très long, c'était- ce week-end, il a été long. hein. Là, c'était Damien Poirier ou Ouais, c'était Damien Poirier, donc ouais. c'est tout le monde Je sais parce que pas tout à l'heure pourquoi. c'était Non, Benoît non, Saint-Denis. c'était- que t'as non, fait. c'est encore non, lui. non, c'était Ah, Damien. c'était Poirier déjà. ouais. Ah, je crois que Poirier, c'était il a fait 2 moi fois aussi je Damien. bug alors. Mais du coup, voilà, moi je pense qu'une étape avant un combat pour le titre, ce serait très bien. Ouais. Donc 2 combats encore, ce serait bien. Ok. Bah, tout dépend de qui tu prends là, dans toute logique. Là, je vois pas Gaethje prendre BSD parce qu'il a déjà pris Fiziev Il la veut- dernière lui, fois. il veut pas. hein. Ah lui, non, mais il le voudra Ah non, lui, il voudra jamais pas. le prendre. hein. Lui, il voudra C'est pas. Après, à voir Mais si l'UFC arrive à mettre. en ce moment, ça se passe pas très bien pour lui avec l'UFC. Ouais, s'ils arrivent Ouais. à mettre la main à la patte, parce que c'est compliqué d'avoir ce genre de combat-là. Mais bon, battre un Justin Gaethje, je vois pas pourquoi ça t'ouvre pas les portes pour un titre aussi. hein. Ça, Bien sûr. ça peut être un seul combat, comme ça peut être 2, Voilà. bien évidemment. Tout dépend en fait aussi du résultat de la semaine prochaine. Arman perd contre Dan Hooker. Ah oui, là va falloir faire plus de combats que prévu, hein, parce que Arman, faut vraiment qu'il assoie son statut de numéro 1 pour que BSD il ait une marche un peu plus facile. Gamrot enterré, ça y est, Pour moi, des fois, il y a des rivalités qu'il faut pas visiter. Tu vois ce que je veux dire? celle-là. Et celle-ci, en l'occurrence, ça parlait, c'était cool. Faire Gamrot, ça rajoute une étape encore. Ouais, c'est Tu fais clair. Gamrot, ça veut dire Ouais, que et tu puis à t'as- 3 combats là, d'un Et puis coup pour le titre. concrètement, en France, je pense que maintenant, la hype Benoît Saint-Denis qui s'est jamais éteinte, mais là va encore être plus forte, quel que soit l'adversaire. Ouais. Par contre, bon, face à Gamrot, ça créerait pas cette rivalité que tout le monde a envie de voir. Même si ça c'est call out, tu vois, pour le grand public, je pense que c'est pas le truc très vendeur. Non, non, et puis même la en vérité, Europe, tu bats hein. Gamrot, ben, ça va pas te mettre beaucoup plus haut que ça. Ouais, Parce c'est que je veux ça. dire, Ouais, c'est là, ça, en fait, il faut capitaliser. Parce que Faut tout Gamrot, il va simplement, un peu descendre. Là. faut capitaliser. T'as Ouais, gagné à mais New York, t'as même en gagné Europe, devant tout le hein, monde. ça fait pas vendre. Hein, Non, vaut mieux non. prendre, Non, c'est Gamrot, pas c'est pas Pimblet, hein, donc Non, ça vraiment, sert à rien. vraiment. Et attention, on parle de hype là. On parle de hype, on Ouais. parle pas de sport, on Non, parle je veux vraiment bien de que ce hype. soit hein. clair, on dise Oui, pas que non. c'est un combattant super fort. Ouais, mais Gamrot. la hype est importante et là c'est aussi ce qu'il faut aller chercher un Ouais. maximum parce que ça a toujours fait aussi partie de la stratégie de Benoît Saint-Denis de mettre ses proches à l'abri, de capitaliser parce qu'il sait que c'est pas un sport où on est éternel. Ouais. Donc ça fait partie du truc. Forcément, s'il va prendre Gaethje ou s'il va prendre Holloway, ce sera sur une énorme carte et donc les bourses seront conséquentes aussi seront conséquentes dans ce sens-là. Je suis en train de me dire quand même que Gamrot il a en fait peut-être qu'il essaie d'éliminer un adversaire qui allait lui poser problème derrière Ouais. parce qu'il allait call out un mec qui était 5-6 places derrière lui et finalement Benoît risque de lui passer devant ou en tout cas au niveau de l'estime, ça y est, Benoît Saint-Denis est devant Mateusz Gamrot et donc potentiellement il voulait chasser l'adversaire avant même qu'il arrive dans ses pattes. Bon, je pense qu'on a tout dit sur Benoît Saint-Denis Ah oui. contre Benet Dariush, tout est ok pour le futur aussi de Benoît Saint-Denis Yes. dont on aura plus de réponses dans les semaines et les mois qui viennent. On rappelle juste que Benoît Saint-Denis, il aura 30 ans dans un mois. Donc voilà, il a encore beaucoup de choses à faire par rapport à son passé et par rapport aussi à l'âge qu'il a Ouais. et le temps qu'il a encore pour pouvoir faire de très belles choses, sachant que dans cette caté, quand on voit les mecs qui sont justement devant lui, il y a des mecs qui ont 35, 36, 37, donc ça laisse potentiellement encore un peu de temps à Benoît Saint-Denis. On passe au main event de l'UFC 322 avec Islam Makhachev qui est devenu le 11e, je crois, athlète à avoir une deuxième ceinture dans l'orga. Le Daguestanais est passé des moins de 70 kg aux moins de 77 kg. Et pourtant, il a joué avec le champion en titre, Jack Della Maddalena. Il a fait parler sa lutte et son sol de très haut niveau, l'Australien. En fait, il a juste été coincé pendant 5 rounds et il n'a rien pu faire. Il a rien pu faire. Islam Makhachev est un combattant exceptionnel. J'avais dit avant, même en plateau, hein, que je considérais moi que c'était le pound for pound. C'est lui pour moi le numéro 1. Avant ce combat, pour moi, c'était déjà lui le meilleur. Là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je vais pas te dire que je suis déçu par Jack Della Maddalena parce qu'encore une fois, c'est Islam Makhachev qui fait des choses qui sont compliquées à gérer pour tout le monde.
Maintenant, c'est peut-être nous, hein, parce qu'on a quand même essayé de vous expliquer en détail pourquoi l'apport de Craig Jones était important. Et Anto avait 2 grappleurs de génie français pour nous expliquer tout ça hier dans le Sunday. Ceci étant dit, je m'attendais quand même un petit peu plus de résistance que ça. C'est simple, hein, Islam Makhachev, c'est 100% de takedown réussi dans un combat. C'est une stat qui est terrible pour un striker qui sait qu'il doit défendre la lutte. 4 sur 4. T'as stoppé 0 takedown. Il n'y en a eu que 4. Il y a eu besoin que 4 pour avoir combien 19 minutes 19 minutes de 19 contrôle. minutes de contrôle. Et il s'est fait renverser. Il a tenté un takedown et c'est lui qui se fait renverser par Islam Makhachev. En fait, c'est ça. Il y avait Thomas Logodec qui était là la semaine dernière justement pour nous expliquer tout ça et qui était aussi là dans le Sunday. Si vous voulez avoir aussi une autre analyse, c'est disponible sur le YouTube RMC Sport Combat. Mais en fait, Thomas, il nous avait dit, de toute façon, la clé, ça passera par la capacité à pouvoir se relever pour Jack Della Maddalena. Parce qu'il va se faire mettre au sol, ça va arriver. Juste, il faut réussir à se relever. Et c'est là où Islam, il a été impressionnant, c'est qu'il ne l'a pas laissé se relever. Non. Il était sur lui, c'était une sangsue. Et même quand il réussissait, il commençait à pouvoir se relever. Bah non, il était encore sur son dos, il appuyait là où il fallait appuyer, il mettait le poids de son corps pour le ramener au sol. Et donc, il a vécu un enfer pendant 25 minutes. Non, Jack. mais Islam, c'est Birus, hein, non, c'est terrible. Hein. Tout ce que. Et Mehdi Hotman, qui était aussi avec nous, Fighter Club Sunday, hein, quand tu disais 2 grappleurs de génie, là maintenant on a les 2 noms, hein, pouvait y aller. Hein. L'analyse, à la durée, une demi-heure, j'avais prévu 15 minutes. Mais bon, quand t'as des personnes comme ça, tu dois les laisser parler. Il y avait les images, tout ça. C'est que là où il a été très fort, Islam, c'est que non seulement il fait toujours la même chose, c'est que même lui il l'a dit en interview d'après-combat, hein, ça a toujours été mon plan, il n'y a pas de secret, il y a juste personne qui peut me stopper. On a parlé de Jack Della Maddalena qui pouvait stopper Islam Makhachev, qui avait des techniques et qui pouvait se relever. Bah, il l'a pas fait. Et puis même dans son jeu, le striking Jack Della Maddalena, bah, il n'a pas existé contre Islam Makhachev. On parlait en preview de la garde qu'avait Jack Della Maddalena assujetti au low kick. Bah, Islam Makhachev, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est simplement ce qu'il a fait. Il lui a ruiné la jambe avant. Et pour montrer, parce que les stats sont folles hein, sur ce combat-là, tu le disais, 19 minutes de contrôle, 100% de takedown réussi, 4 sur 4, un takedown renversé. Ça veut dire un takedown par round, en fait, avec le renversement. Et de réussite en striking, là où Jack Della Maddalena, de base, a plus de 65% de réussite, contre Islam, c'était 29% de précision debout. 29%. Il a juste rien fait. C'est une donnée qui est très importante. Les meilleurs combattants du monde, en boxe anglaise, en MMA, ce que tu veux, en kickboxing, en Muay Thai, c'est ceux qui limitent ton efficacité de striker. Et là, il l'a plus que limité. Là où c'est très intéressant, c'est que Jack Della Maddalena, c'est un switch hitter. C'est quelqu'un qui change de garde pour frapper et qui aime bien s'adapter à la garde de son adversaire. Si tu viens en gaucher, il va se mettre en gaucher. Si tu es droitier, il va se mettre en droitier. Il va pas créer l'opposition de garde. Il aime bien se mettre dans la même garde que toi pour te perturber le plus possible. Sauf que ça a été son downfall quelque part parce que ça a permis à Makhachev d'attaquer le cat kick rapidement pour faire du dégât. Et en fait, il provoquait les changements de garde de Makhachev et ce qui permettait à Della Maddalena, ce qui permettait à Makhachev d'attaquer le double leg immédiatement en fait. Donc c'était très intelligent. C'était un game plan super intelligent. Et c'est là où tu dis le coach Khabib et faut le respecter le gars. Ouais, faut respecter parce que en fait. Le striking, du coup, ça a aussi été une donnée importante à analyser, même si ça s'est beaucoup passé au sol, parce que dans les toutes premières secondes, c'est la meilleure phase de striking de Jack Della Maddalena. Il avance, comme le dit Antoine au commentaire, il dit ça y est, il tente des combos, c'est exactement ce qu'il devait faire pour essayer de gêner, pour apporter beaucoup d'activité, c'est noyer un petit peu Islam. Il n'a pas réussi à le faire, et du coup, il n'y a aucun autre moment sur les 25 minutes du combat où il a réussi à refaire ça. Pas une seule fois. Donc, est-ce que c'est quoi ? C'est les low kicks déjà qui sont venus dissuader parce qu'il y a ce travail en low kick, il y a aussi gros travail de mouvement. Il envoie le bras avant sans forcément toucher, mais il y a beaucoup de mouvements du bras avant pour Makhachev. Et du coup, il a eu peur en fait. Il a eu peur de continuer à avancer parce qu'il y avait il y avait ces contres en striking qui commençaient à être efficaces pour Makhachev. Il y avait ces single legs, ces double legs qui rentraient quasiment à chaque fois. Donc en fait, tout devenait un danger pour Maddalena. En fait, tu as tout dit techniquement. Enfin, tu as tout dit sur ce qui s'est passé par rapport à la technique et à la tactique. Et donc, tu peux arriver qu'à une seule conclusion logique, c'est que Islam l'a brisé mentalement. C'est la conclusion à laquelle j'arrive, en fait. Tu vois, parce quand on te rend aussi timide par rapport à tes armes, debout, et que tu vas laisser ton adversaire faire un petit peu ce qu'il veut pour arriver au takedown qu'il veut. On savait tous que c'était le single, c'est une arme importante dans le game d'Islam. Tu peux pas lui laisser des singles aussi faciles, entre guillemets.
c'est pas possible. Donc moi je pense que mentalement ça s'est très vite très mal passé pour Jack Della Maddalena. Après la première reprise, il avait déjà un petit peu check-out et puis derrière Islam il a pu faire ce qu'il voulait. Au total, Islam, il a tenté d'envoyer 188 coups. Il y en a 140 qui sont passés. Jack, lui, il a tenté d'en envoyer 74 et seulement 30 qui passent. Ouais. Non, mais les stats, elles sont folles. C'est... Il a juste, mais c'est bizarre de dire ça d'un mec qui a été tellement efficace contre Belal Mohamed, alors que contre Makhachev, bah, il a juste rien fait. Il a été inexistant dans tout le combat. Après, il a eu quand même quelques. Ils ont bien mieux expliqué que moi dans le Fighter Club Sunday hier. Hein. Il a très bien défendu, mais j'ai eu cette impression il s'est préparé à ne pas se faire soumettre, plutôt que de se préparer à gagner le combat. Ouais. On le disait en preview, s'il doit gagner le combat, c'est forcément en boxe. Il va pas arriver nous sortir une soumission de n'importe où et de soumettre Islam Makhachev. Mais là, c'est l'impression que j'ai. En fait, il s'est préparé à pas se faire soumettre contre Islam Makhachev. Il a très bien défendu les phases de sol, il les a bien défendues, hein, ceci dit. Hein. Il a bien défendu les étranglements, il a bien défendu les tentatives de soumission, et même Islam le dit. Il était bien prêt, et puis dans son coin, on lui disait les bonnes choses pour l'aider à défendre, 2 mains sur une, etc. Mais c'est tout. Et c'est terrible comme constat, tu vois. Quand c'est toi le champion, c'est terrible de se dire, en tout cas, je me suis pas fait soumettre, quoi. Tu vois. Et ça, tu peux pas t'en satisfaire. Ouais, c'est vrai. Mais oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que quand même on peut saluer le fait que, avec le temps qu'Islam a passé sur lui, il a réussi à ne pas se faire soumettre, mais en fait, il aurait dû aller vraiment sur un autre chemin. Justement, il y a qu'un mec qui vient en short notice et qui va se gagner. Oui, limite tu le prends comme une petite, c'est une défaite, mais c'est une petite victoire parce que même le coach le veut pas. Il y a une image inter-round du 4e et du 5e où le coach de la Maddalena qui lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Vraiment, faut te réveiller parce qu'on est au 5e round, tu l'as toujours pas touché le mec. Regarde, il est magnifique, il est tout beau. Toi, tu es là, enlève-moi ce visage triste. Et c'est ça où Yacine Zaouini l'a très bien fait sur les réseaux sociaux. Quand il rentre dans la cage, premier round de la Maddalena, on le sent motivé. On sent à sa tête qu'il est là pour combattre. Et en fait, quand il arrive dans 2e, 3e, 4e round, tu vois le visage qui se ferme et il devient triste. Il est défait, Au 5e round, il devient vraiment triste. Ouais, c'est vrai que la tête, enfin, il sait qu'il peut plus rien faire en fait. En fait, ça fait penser aux adversaires de Dvalishvili parce que quand tu rentres, à un moment, tu dis quelle arme je vais trouver face à Islam. Ce qui est toujours fascinant. C'est ça qui est fou. Alors c'est vrai que c'était un combat un peu spécialiste parce qu'il y a eu beaucoup de sol aussi, donc c'est pas forcément très grand public par rapport à ce qui s'est passé au début de la carte. Mais à se demander. Est-ce que c'était l'adversaire parfait pour briller Della Maddalena pour Islam Makhachev? C'était un adversaire qui marchait un peu mieux pour Makhachev, mais on a quand même passé pas mal de temps à expliquer à quel point c'est un bon adversaire et qu'il avait des armes pour le faire. Il faut encore une fois donner tout le crédit à Islam Makhachev là-dedans et il faut comprendre que ça va être très très. Il y a eu des tueurs, hein. Il y a des tueurs dans cette catégorie de poids. C'est probablement la catégorie la plus excitante aujourd'hui, vu ce qui s'est passé. Ça y est, Mais franchement, il n'y en a pas un de ces mecs-là en secret. Oui, en public, tu vas le réclamer, le combat. Mais en secret, les mecs, ils te disent on n'aurait peut-être pas voulu qu'il gagne, quoi, parce que c'est relou. Franchement, c'est relou. Ouais. Là, aujourd'hui, affronter Islam Makhachev, c'est partir du principe que tu vas faire tout un game plan basé sur comment tu te sors de ce merdier. Ouais, les mecs veulent la ceinture, hein, ils veulent pas Islam. Hein. C'est dur. Ouais, en tout cas, ils espèrent peut-être. Allez, va en moins de 84, vas-y, continue à monter. Vas-y, il y a des défis là aux 3 ceintures. Essaye d'aller le faire. Bon, en tout cas, il égale le record d'Anderson Silva de 16 victoires d'affilée dans l'orga. On l'a souvent dit, mais peut-être l'un des records les plus fous et qu'il aura l'occasion de battre pour son prochain combat parce qu'il est égalité avec Spider. Et sur ses 8 dernières victoires, écoutez les noms quand même, hein. Hooker, Bobby Green, Charles Oliveira, Volkanovski 2 fois, Dustin Poirier, Renato Moicano et Jack Della Maddalena. Donc parfois on dit qu'il y a des runs qui sont un peu sous-estimés. Ce run, il est dantesque, il est à souligner. Enfin, c'est quelque chose de fou qu'il a fait déjà. C'est un super run. Maintenant, je pense qu'il estime à sa juste valeur quand même. Il y a les choses qui sont dites par rapport à ses défenses en lightweight sont vraies, notamment défendre 2 fois contre le champion de la catégorie d'en dessous. Ceci étant, les mecs, il a voulu les prendre. Hein. C'est pas juste que c'est pas lui qui a refusé de prendre les gars. Et à chaque fois, il y a eu des trucs. Les combats sont bouqués, les mecs se blessent de façon rocambolesque, même s'il veut pas l'admettre, hein, Arman. donc c'est pas lui. Il a fait le taf et il a fait le job bien. Et non seulement ces mecs-là, quand tu les as mis en face, il les a battus, mais l'immense majorité du temps, il les a surclassés. Il les a terminés. Donc
Il n'y a rien à dire. C'est un run de combattant all-time great, comme on dit. Ouais. C'est un des plus grands combattants de ce sport. Le fait qu'il ait jamais dit non, je crois qu'il a jamais dit non à quelqu'un, hein. Islam, il va sur tous les défis, ça vient magnifier un petit peu ce palmarès encore plus. Bah, c'est Dana White qui a magnifié aussi son discours parce qu'au PI, il y a une phrase de Islam Makhachev où Dana White, c'est quand on lui a proposé, je sais plus qui on lui a proposé, j'ai peur de faire une erreur, mais en tout cas quelqu'un en short notice, soit Volkanovski, soit Moïcano. Ouais. Et dans la phrase, il dit la ceinture, elle signifie quoi? Ça signifie que je suis le meilleur du monde, donc peu importe qui est en face de moi, je le prends. Et c'est ce qu'il fait. Après, Thomas a bien expliqué en preview que l'équipe Khabib aussi choisit bien les combats. Ils ne voulaient pas prendre Belal par amitié. Ils ont voulu prendre Jack de la Maddalena. Mais est-ce que si c'est Shavkat, ils prennent le combat, ils se disent vas-y, on monte? Est-ce que si c'est Yann Gary, ils se disent vas-y, on monte? Il y a toujours ces questions-là à se poser. Mais Islam Makhachev, en tout cas, je suis d'accord avec Baba sur le run. Il est estimé à sa juste valeur. Il manque peut-être d'autres noms pour un peu gonfler ce run. Bon, chez les moins de 70, c'est terminé, mais là, avec la carte qu'on vient de vivre, il va pouvoir étoffer, s'il a envie de continuer, au moins un deuxième run et un peu plus gros run chez les moins de 77. Ouais, les moins de 77 kilos, donc il est maintenant le champion après avoir dominé celle des moins de 70 pendant 3 ans. Islam, il a dit qu'il voulait être sur la carte de la Maison Blanche. Ça a été ça, son call-out, un petit peu, sa manière de réclamer quelque chose à l'UFC. Ce sera au mois de juin. Et en tout cas, il semble plus vouloir redescendre de catégorie. Je pense que quand il a connu le confort d'une prépa à moins de 77, c'est très compliqué de redescendre. D'autant que du coup, la différence physique, elle a plutôt joué à son avantage dans le combat face à Maddalena. À quoi on s'attend pour lui maintenant? Est-ce que le combat que tout le monde veut voir, c'est contre Topuria? Est-ce que ça pourrait se faire? Qu'est-ce que ça impliquerait? On le ferait dans quelle catégorie? C'est quoi l'avenir immédiat de Makhachev? Déjà, pour parler de Topuria, c'est très simple. Si Topuria veut le combat, il va devoir monter. Maintenant, bonne chance à lui. Bonne chance à lui de monter en 77. Voilà, mais clairement, Islam va pas redescendre pour aller chercher ce super fight-là parce que il y a des contenders au profil tellement intéressant chez les welter et la KT devient tellement populaire auprès du grand public que actuellement, les fans, et moi le premier, voudraient voir une opposition entre Makhachev et Topuria, mais l'UFC en tant que business, on n'a pas spécialement besoin. Et il y a tellement d'options intéressantes en welter que même moi, je me dis, c'est pas très grave. Si je ne vois pas ce combat-là, c'est pas très grave en fait. Donc, pour moi, ça on met de côté. Maintenant, qui pour affronter Makhachev? C'est tellement bien là que j'ai envie de te dire, moi je sais pas, faites votre job les gars et mettez-nous tous ceux qui vous pouvez penser. Yann Gary, Kamaru Usman, Michael Morales, tous ceux Carlos Prates. Toutes ces options-là me vont très bien. Quoi qu'il arrive, ce sera un super combat. Donc, go quoi. Il y a pas mal de choix à faire. Je rajouterais juste sur ce qu'a dit Baba. Je pense que Topuria a plus besoin de Makhachev que de Makhachev a besoin de Topuria. Il n'a pas besoin de ce combat Makhachev en 77, comme il l'a dit. Il y a plein de combattants, il y a plein d'options. Et l'option que veut Islam Makhachev, il a raison. Dans les grandes lignes, il veut Kamaru Usman. Parce que Kamaru Usman, c'est la légende. C'est l'un des meilleurs moins de 77 de l'histoire. Il est aussi sur la pente descendante, faut quand même l'avouer. C'est plus Usman Prime, mais il a battu Joachim Buckley. Il est quand même sur un run. Ok, il est pas terrible son run. Je crois qu'il a deux défaites sur les 3 derniers combats. Ouais, 3 défaites parce qu'il a perdu contre Shimaev aussi, même si c'était en moins de 84. Mais il y a des options et je rajouterais, il y a aussi Shavkat, même s'il doit prendre encore un combat vu que maintenant il y a tellement de monde qui lui sont passés devant. Là, il peut prendre qui il veut dans le top 5 des moins de 77. Le combat, je me lève déjà, je me lève déjà, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se lève. Mais tu vois, Ousmane, là, justement, on réclamait des noms. Je veux bien qu'Ousmane ce soit une légende, mais finalement, battre une légende qui est sur la fin, on l'a vu, on était à Abu Dhabi, tu sais, Baba. Franchement, ouais, on va pas tout révéler, mais. Non, mais on peut dire que c'est pas. Mais voilà, même quand il meurt, on sait qu'il a pu avoir des. C'est pas forcément facile, tu vois, c'est un mec qui est vraiment sur la fin. Donc, c'est la vérité, c'est qu'il est mal en point, tu vois. Faut le dire. Après, peut-être qu'il s'était entraîné 2 jours avant Abu Dhabi, je sais pas. Ce qu'on a vu là-bas, franchement, c'est pas ouf quoi. C'est ça, il dégage pas qu'il y ait quelque chose d'une pleine confiance d'un athlète qui pourrait aller embêter un Islam Makhachev. Moi je suis d'accord avec toi. Franchement, sur tous les noms qu'il y a là, c'est le mec que je mets en dernier de la liste, moi. Clairement. C'est pas celui que j'ai envie de voir tout de suite. Donne-moi un Carlos Prates ou un Morales.
En fait, ce qui me paraît fou pour Makhachev, c'est que ça y est, il commence à être tellement au-dessus de la mêlée que tu peux lui mettre n'importe qui, des légendes qui sont un peu sur le retour comme Ousmane, des mecs qui sont en train de monter comme Morales. Tu vois, si tous les noms que tu viendras accumuler à son palmarès, ça viendrait pas donner une embellie de fou à ce qu'il a déjà fait, tu vois. Ouais. Enfin, je trouve que ça, il est au-dessus de tout le monde. Même si tu lui fais monter Topuria, on dira Topuria, il est monté, donc c'est pas si fou. Si tu prends un mec qui était 12e il y a 2 semaines et tu lui dis attends, il est venu de tellement loin, il lui en met un mec qui venait de loin. Si tu prends Ousmane, tu vas dire Ousmane, attends, ça va, il était champion il y a 6 ans, à quoi ça sert? Tu vois, il y a rien qui viendrait sublimer ce qu'il a déjà fait, je trouve. La photographie est déjà hyper belle. Ça viendrait rajouter encore. Ça rajoute, mais ça viendrait pas sceller le truc. Genre ça y est, il a battu ce gars. On peut dire que Islam est, tu vois, c'est la photographie est déjà magnifique. Faut pas attendre ça. C'est une erreur pour moi. T'as raison. C'est une erreur de toujours vouloir rajouter une pierre à un super édifice. Ah si là il fait ça, c'est bon. Et puis après si derrière là il fait ça, là, en fait c'est bon. Cette histoire d'écrire son legacy là, si tu fais ça là à partir de là ton legacy il est cool. Arrêtez les gars. C'est un mec qui a égalé un record de victoire que je ne pensais jamais de la vie quelqu'un pourrait l'égaler. Parce que Anderson Silva, la vérité, c'est qu'il a régné sur une catégorie qui était relativement faible. Il était super fort, mais ça manquait de contenders de qualité. Là, c'est pas le cas. La série de victoires que Makhachev a fait, la série de victoires que Kamaru Usman a fait, c'est des trucs, tu te dis, putain, c'est fort quand même. Et là, il arrive à égaliser ça. Et peut-être à la battre prochainement. Waouh, mon gars, c'est déjà fait. Et tout ce qu'il rajoute, c'est du bénéf, c'est quelque chose en plus. Ouais, ce qui est certain en tout cas, c'est que cet UFC 322, il a complètement rebattu les cartes de la catégorie des moins de 77 kilos. On va en profiter très rapidement parce qu'on est déjà quasiment à 1 heure, rapidement comme d'habitude, pour parler de la carte principale, ce qui s'est passé notamment donc avec le 9e des welter qui affrontait l'ancien champion et encore 4e au ranking, l'anglais Leon Edwards, donc qui était opposé à Prates. Et puis il y avait Michael Morales qui était opposé à Sean Brady. Finalement, on a eu 2 énormes KO, 2 autres bonus d'ailleurs pour Prates et pour Morales. On attend les rankings aussi de demain, mais en cas de succès, Brady, il aurait sûrement eu son shot. Alors lui, c'est peut-être le grand perdant de toute cette histoire-là, parce qu'on l'a même pas, là, on l'a même pas cité dans tout ce qui s'est, dans toute la conversation qu'il vient d'avoir. Donc finalement, tout est remis en question et Brady, ça y est, il est passé très très loin parce que Prates, Morales, ils vont même moralement passer devant. Brady déjà sur ce match-up-là, il s'était déjà un peu fait avoir. Ouais, prendre le 8e, c'est une folie. Je croyais que j'abusais, mais on est d'accord. Tu vois, pour moi, il s'était un peu fait avoir, entre guillemets. C'était un peu celui qui avait eu le bourbier dans l'affaire. Et en plus, tu perds. Il était déjà, d'après l'UFC, il était déjà pas avant le combat contre Morales. Donc, d'après eux, il n'était pas un seul combat du titre. Alors que pour la plupart des observateurs, si. On lui a mis Morales dans les pattes, il perd. Ça veut dire qu'il est minimum à 2 combats. Gros minimum. Hein. C'est 2-3 combats, je pense, tu vois. Donc, malheureusement pour lui, ça s'est mal passé. Après, pour les autres, franchement, à moins si Yann Gary explose Belal Mohamed, je te dis, il explose. Hein. Là, il passe devant. L'avantage qu'il a à Gary, c'est qu'il sait ce qu'il a à faire là. Là, clairement, tu sais que gagner par décision unanime après 5 rounds, ça te mettra pas devant un Morales ou un Prates. Surtout Prates. Je crois que ce qu'a fait Prates, ça le met devant tout le monde. Non, mais je suis complètement d'accord avec Baba. Hein. Yann Gary, sur sa victoire, il bat Belal Mohamed. Oui. Yann Gary, il l'a dit au micro MC Sport. Il a dit, il en est conscient. Ouais. Je sais que si j'éclate Belal, c'est pour moi. Je l'ai. Mais il a raison. Il a rendu tellement de services. Et puis à mettre à son crédit aussi, les mecs qu'il a battus. Aujourd'hui, on le voit. Hein. Il a battu Prates, il a battu MVP. Non, dans cette. Il a été prendre Rakhmonov. Il a été prendre le dos de Shavkat. Et franchement, il était pas loin de le battre. Non, Yann Gary, ce qu'il fait, c'est fort. Après, là où Sean Brady perd encore un peu plus, c'est que Prates met KO Leon Edwards. Ouais. Et on pensait que waouh, ce qu'il a fait Leon Edwards, c'est fou. Ouais, Prates, il a fait mieux que toi. Et donc du coup, ça le fait descendre encore. Et si Belal se fait battre par Yann Gary, Belal a battu Brady, donc ils vont se dire bon, ok, tu sais quoi, attends, toi, viens, on va attendre. Et puis comme le champion a perdu, Jacques de la Maddalena, il y en a bien un qui va devoir se le taper, hein, Jacques de la Maddalena. Complètement. Donc c'est soit Morales, soit Prates, soit Gary, mais ou en fonction du gagnant, bien sûr, de la semaine prochaine, il y en a un qui va devoir se faire Jacques de la Maddalena. Donc Makhachev, là, il peut s'asseoir
ok, C'est exactement je ça. regarde et je vais prendre celui qui bat tout le monde là. Ouais, cette KT, elle a gagné en excitation quand même en quelques années. Ah, c'est C'est fort. c'est très fort, très ouais, fort. c'est très très fort. Parce que là, les match-ups qu'il y a à faire, ils sont vraiment fous. Et attention à Morales quand même, qui a une allonge de fou. Enfin, ce qu'il dirait a fait dans son 84 combat, kilos, c'est- J'allais dire c'est un cheat code, excusez-moi, mais c'est un cheat code. Les mecs, je sais pas comment il arrive à faire le poids dans cette KT. Et en plus, il cogne comme pas possible, donc c'est une galère. ouais, une On belle parlait galère. des différences physiques. La différence physique entre Morales et Brady Ouais, c'est ouf. était 10 fois plus impressionnante que Islam, Jack de la Maddalena. hein. Ouais, Ouais. c'est dingue. Il y a eu des différences physiques, même Prates. Léon Edwards et Prates sont super grands. hein. Mm. Cette catégorie, c'est bon. On va pas louper un combat. Ouais, bon, en tout cas, bon courage aux matchmakers aussi de l'UFC pour essayer de trouver des combinaisons qui vont satisfaire tout le monde dans cette catégorie des moins de 77 kilos. On fait 1 minute. Désolé, mais c'est vrai que le combat a moins délivré, comme on dit, que d'autres fights. Sur l'autre ceinture de la soirée, chez moins de 57 féminin, Valentina Shevchenko la remettait en jeu contre Weili Zhang, qui montait de catégorie pour l'occasion. Cette fois-ci, la logique de poids était respectée. Shevchenko a été au final d'une solidité assez féroce et elle s'impose à la décision unanime des juges avec pareil une énorme domination, un énorme temps de contrôle sur Weili Zhang. Ouais, je m'attendais à ce qu'elle gagne, Valentina. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple, entre guillemets, pour elle. Elle a récité ce qu'elle savait faire, round 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu prends un, tu répètes, et c'est la même chose. Il n'y a pas besoin d'analyse technique là-dessus. Respect à elle, parce que voilà, t'écartes une combattante dangereuse et tu donnes l'impression que c'était facile. Donc, respect. Maintenant, c'est clair que le combat, il n'est pas plaisant pour le public et c'est facilement entendable. Ouais, 5 takedowns réussis sur 6 tentés pour Valentina, 137 coups réussis sur 186 tentés. De toute façon, dans ces deux stats, elle est très largement au-dessus de Weili, donc c'est un peu pareil. Finalement, le combat, elle l'a coincé au sol, mais même debout, elle était meilleure que Weili. Là, pour le coup, la différence physique, on la voyait. Même la puissance, en fait. Weili Zhang qui n'est pas moyenne au sol, hein. Vraiment elle est très forte. C'est Thomas Le Godet qui disait qu'elle est tombée amoureuse de son JJB et qu'elle arrive à le déployer en MMA. Mais elle a rien pu faire contre Valentina et c'est d'autant plus important pour Valentina vu que il était considéré ce combat comme le combat féminin le plus important de l'histoire du MMA. Elle a battu Weili Zhang facilement, ça donne du crédit encore plus à sa legacy et là je vois pas ce qui l'en empêche de dire elle peut prendre qui elle veut. Choisis Valentina, tu auras. Tu veux Kayla Harrison, prends, c'est bon, je te donne. Ouais, pour Valentina, qui a été un petit peu dur d'ailleurs au micro après, parce qu'elle a même pas cité Manon Fiorot. Elle a cité Erin Blanchfield et elle a cité Natalia Silva, je crois. Pas de Manon Fiorot dans l'équation, alors qu'elle est numéro 1 de la KT derrière Valentina actuellement. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire juste derrière? C'est quoi votre souhait? Est-ce que c'est ça, c'est qu'elle aille prendre Kayla Harrison, par exemple, pour faire un super... Parce que elle est clairement encore plus dans la discussion de la GOAT absolue, parce que là, c'était quand même son 14e combat pour la ceinture UFC, plus que Nunez, plus que Jedrzejczyk aussi, qui a fait beaucoup de title shots. Qu'est-ce qu'on va viser pour Shevchenko maintenant? C'est pareil, c'est d'aller chercher la legacy absolue et donc d'aller faire des gros fights. Moi, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais j'ai pas spécialement d'attente autour de Valentina Shevchenko. Moi, je la vois boxer depuis toute ma vie, j'ai l'impression. Donc, que j'ai toute sa carrière de Muay Thai qui s'est fait en parallèle de ce que je faisais. La vérité, c'est que je vais juste parler en ce qui a un intérêt pour nous. Donc, j'ai envie de lui dire, va challenger la championne du dessus, puisqu'il y a une politique à l'UFC qui fait que si tu vas challenger au-dessus, tu lâches ta ceinture. Et ça permettrait à Manon Fiorot de faire un combat pour le titre contre Natalia Silva, par exemple. Donc je vais te dire que ça, voilà. Et puis c'est ce qui semble raisonnable aussi. Tu l'as dit, toi, aller chercher Kayla, c'est peut-être le truc à faire. C'est ce que je disais, aller chercher Kayla, comme ça, on fait encore un super fight. Ouais. T'as gagné ton super fight de la meuf d'en dessous. Voilà. Tu vas faire celui du dessus, comme ça, maintenant, on peut avoir son title shot. C'est sûr. Après ça devient... Enfin, moi, je sais qu'à un moment, de savoir que les mecs et les filles peuvent monter comme ça un peu quand ils veulent, parce que là, du coup, on parle de Ilia qui est monté. Ouais. On se dit, tiens, pourquoi pas aller en 77? À un moment, j'ai l'impression que tout est trop possible et que si tu as été champion dans la catégorie du dessus et que tu as un nom, tu peux claquer des doigts et passer au-dessus et aller chercher un peu qui tu veux en doublant tout le monde. T'as raison. Et au bout d'un moment, ça me saoule un peu, tu vois. Franchement, t'as raison, c'est un dévoiement de ce que t'es censé faire. Moi, j'ai toujours dit que je préférais un champion qui défend au long cours. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Valentina.
pour Islam Makhachev, pour tous ceux qui défendent leur ceinture longtemps, qui règnent sur une catégorie. C'est ça le vrai sport de base. Plutôt que de dire je fais un coup et comme ça j'écris ma ligne Wikipédia. Après tant mieux si ça marche. Tu vois, quand tu arrives à le faire vite, il y en a qui l'ont fait vite, Conor l'a fait très vite, mais derrière, c'est un peu le vide. Donc moi là, je te parle simplement en intérêt français pour Valentina, tout simplement. Maintenant, la vérité, c'est qu'il y aura quelque chose de très grand à l'avoir resté dans cette catégorie-là, battre Natalia Silva, reprendre Manon Fiorot. Là, tu peux que dire, franchement, c'est trop fort ce que tu fais, tu vois. Maintenant, je dis juste, voilà, mon intérêt, moi, en tant que Français, c'est monte, va faire ce que tu as à faire et laisse Manon Fiorot disputer la ceinture. Parce que je sais qu'elle veut pas reprendre Manon. C'est une vérité. Comme tu l'as dit, elle le cite même pas. Elle la cite même pas. Donc, elle a pas envie de prendre Manon Fiorot. Qu'elle s'aime même pas. Elle l'aime pas, elle a pas envie, elle l'apprécie pas, elle a pas apprécié ce que Manon avait fait avant le combat, le petit trash talk. Donc, il y a du mépris. La vérité, c'est qu'il y a du mépris affiché. Elle fera que ce que l'UFC lui demandera si jamais elle reste dans sa catégorie. Si jamais elle dit je reste en fly, dans ce cas-là, effectivement, tu vas devoir revoir Manon Fiorot. Ça, tu n'auras pas le choix. Moi, mon petit doigt me dit que si elle défend contre Natalia Silva, derrière, elle ira voir ailleurs parce qu'elle n'a pas spécialement envie de reprendre Manon. Je te dis pas qu'il y a de la peur, je te dis pas du tout. Il y a du mépris. C'est comme ça que je le perçois, moi. Du mépris donc de Shevchenko peut-être pour Manon Fiorot qui est sa contender numéro 1. Voilà pour le débrief complet de cette UFC 322 avec deux légendes qui affirment leur statut, Makhachev et Shevchenko. On a aussi Morales et Prates qui explosent et qui peuvent espérer viser très haut rapidement chez les moins de 77 kg. Et donc Benoît Saint-Denis qui s'est très clairement replacé dans la course à la ceinture chez les moins de 70 kg grâce à son KO en 16 secondes face à Beneil Dariush. Merci Baba, merci Anto. Comme d'habitude, le 45 minutes se transforme en 1h05, mais on en a l'habitude maintenant parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Kylian Verov et à Julie Deroux en régie et évidemment à toutes les équipes RMC Sport Combat qui travaillent à nos côtés. Merci à vous de nous suivre semaine après semaine dans le RMC Fighter Club. À très vite. Ciao. Salut. RMC Fighters Club.